BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO. Bonjour Marc Cœur de Roi. Bonjour Cédric. On accueille ce matin Yannick Borde, bonjour. Bonjour. Président de Procivis. On rappelle d'abord qui est un peu Procivis. Procivis, c'est un réseau d'acteurs immobiliers, membres de l'USH, mais aussi membre de la Fédération des promoteurs. C'est 10 000 logements construits par an. C'est le 4e administrateur de biens et un acteur également à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM. Donc le seul acteur présent sur pratiquement toute la chaîne du logement. Et c'est sans doute un peu à ce titre que vous étiez contributeur du CNR Logement qui vient de s'achever. Quel regard vous portez sur notre crise du logement, enfin crise, offre, demande, financement, enfin voilà, on va faire un petit melting pot grâce à votre regard. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, pendant des mois et notamment ou des années, c'est-à-dire sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron notamment, on nous a parlé d'un choc d'offres. Nous on avait toujours 2017, hein, 2017, choc d'offres, qui n'est jamais venu. Voilà, donc ça on l'avait pressenti quand même assez vite. Et puis pratiquement il y a plus d'un an, puisque avant l'élection présidentielle, les maîtres d'ouvrage qui sont un peu les premiers, les promoteurs à voir les choses se dégrader quand vous avez du mal à avoir vos permis, quand vous avez une baisse de volume, quand vous avez des clients qui commencent à hésiter. Aujourd'hui on cumule à la fois une crise de l'offre, une crise de la demande, avec un effondrement complet de la demande qui a commencé à apparaître au mois de septembre et qui s'est complètement accéléré en fin d'année depuis les 3 premiers mois de cette année. C'était valable très vite sur la maison individuelle, ça a été valable après sur la promotion immobilière. Aujourd'hui, ça commence à bien apparaître sur le réseau des agences immobilières et donc le parc existant. Donc un moment vraiment très spécial qui n'est pas très différent de ce qu'on a pu connaître par le passé, mais qui est d'une brutalité un peu plus importante. Oui, j'allais vous poser la question, c'est-à-dire que quand on entend certains acteurs du secteur, il y en a qui nous disent « moi j'ai jamais connu ça ». Ce qu'on n'a jamais connu, c'est la rapidité à laquelle ça arrive et que ça arrive de tous les côtés. C'est-à-dire que c'est à la fois l'offre, à la fois la demande, à la fois les coûts de construction. Aujourd'hui, depuis 3-4 mois, les taux d'intérêt. Le gouverneur de la Banque de France avait dit sur un de vos plateaux ici au mois de septembre qu'il n'y avait pas de problème de crédit. Si, il est revenu sur ses propos quand même. Oui, il a fini par comprendre. Il y a bien un problème d'accès au crédit aujourd'hui. Et donc c'est le fait que ça arrive de tous les côtés et avec la brutalité à laquelle ça arrive qui aujourd'hui fait qu'il y a un moment très très particulier. Mais justement, à un moment donné, voilà, on se dit bon, il y a tout qui va pas. Qu'est-ce que je fais et comment je fais pour faire repartir la machine? À quoi il faut s'attaquer? Parce que de mon point de vue, mais après voilà, je pense pas que le crédit soit la clé là tout de suite en ce qui concerne la construction, le logement neuf. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. D'abord, le secteur du logement et de l'immobilier, c'est un secteur qui repose beaucoup sur la confiance et la confiance des ménages. Donc la confiance des ménages aujourd'hui, elle est abîmée par tout un contexte qui est pas dû qu'au problème du logement. Sur la question du logement, il y a à mon avis 2 phénomènes forts. Le premier, c'est tout cet environnement énergétique, coût énergétique qui pèse aujourd'hui sur le budget des ménages. Et tant qu'on n'aura pas un État qui comprendra que la politique du logement, elle ne se fait pas uniquement avec un aspect comptable, mais qu'on est à la fois sur une politique sociale et puis sur une politique d'aménagement du territoire, on n'y arrivera pas. Donc il faut complètement repenser ça. C'était, moi, une ambition, je pensais, légitime au niveau du CNR. Je pense pas sur ce que j'ai vu des premières conclusions. C'est quelque chose qui ressortira de façon très forte. Et donc l'accès au crédit, c'est quand même un sujet parce que si les ménages n'ont pas la confiance et s'ils l'ont un peu, n'ont pas un accès au crédit très lisible, ça devient compliqué. Et là, on a nous une demande très urgente, c'est arrêter de nous faire du stop and go et de nous dire je vous fais du PTZ encore une année, mais je ne sais pas si vous l'aurez l'année prochaine. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur le PTZ. Oui, on n'en parlait plus quand les taux étaient proches de zéro, mais là... On n'en parlait plus parce que quand les taux sont bas, l'effet PTZ, il est mineur, et en plus, il coûte quasiment rien à l'État. Ouais. Maintenant que les taux sont un peu plus élevés, il va coûter plus cher, donc il est en danger, donc il faut se mobiliser pour qu'il perdure, et il va avoir son vrai rôle solvabilisateur. Et moi, ce que je demande, c'est qu'on nous le dise tout de suite, et on nous dise on n'en parle plus pendant 5 ans, vous l'avez, parce que les opérations qu'on commence à monter aujourd'hui... Mais elles arriveront dans... Faut rappeler à chaque fois que c'est un temps long. Alors, en maison individuelle, on va dire dans 24-30 mois, mais en immeuble, les gens ne seront pas dans leur logement avant la fin du quinquennat en cours, très clairement. Aujourd'hui, c'est ça le temps qu'on a. Donc il y a le dispositif, donc le PTZ, il faut le maintenir, il faut l'étendre, certains d'entre vous le disent? Oui, il a un effet immédiat, le PTZ. En 2016, il y avait eu un moment de flottement. Le gouvernement, sous la présidence de François Hollande, avait détendu le PTZ, ça avait tout de suite redonné de l'air. C'est sûr, par contre, il a un coût budgétaire. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire, soit on veut une politique d'accession sociale dans ce pays, et dans ce cas-là, il faut le faire, soit on pense qu'il n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, à part quelques derniers récalcitrants qui pensent qu'il n'y a pas besoin de logement ou pas besoin d'accession sociale, il faut donner aujourd'hui de l'air au PTZ et le confirmer. Nous, on ne serait même pas à demander qu'il augmente en matière de plafond, de durée, etc.
Dites-nous qu'il est là, dites-nous qu'il est là pour les 5 prochaines années, et on sait que les projets qu'on monte aujourd'hui, nos acquéreurs pourront en bénéficier. Ça serait déjà une grande avancée si ça vient très vite. Vous parlez d'une crise de l'accession, il y a aussi l'investissement qui commence lui aussi à se casser la figure. Est-ce que ça c'est un sujet pour vous, notamment sur le fameux Pinel Plus que certains appellent le Pinel Moins? Est-ce qu'il y a quand même des choses à faire là-dessus? Il faudra faire un bilan parce que je pense que les projets en Pinel Plus, il n'y en aura pas. D'abord parce qu'aujourd'hui, l'écart de prix auquel on arrive entre un Pinel ancienne génération qui bénéficie de différenciation inférieure et un Pinel Plus vaut mieux faire pour un client le premier. Ouais. Il va le payer moins cher, il va certes moins défiscaliser. Finalement, c'était un bon coup budgétaire de la part de l'État. non, parce qu'on va empiler des Pinel en ancienne génération. Certes, il y aura un petit peu moins, mais bon, ça va pas nécessairement être ça l'effet. Aujourd'hui, ce qu'il faut là aussi, enfin, le réseau que je préside, on n'est pas des gavés au Pinel. Ouais. On en a, mais on n'est pas gavés à ce dispositif-là. Là aussi, il faut de la stabilité. Dans le CNR, il y a un sujet qui ressort, c'est le statut du bailleur privé. Ouais. Bon, qu'on le fasse. Depuis combien d'années? Oui, mais là, il y a un consensus. Moi, on devrait aller plus vite, mais il faut aussi qu'à la fois côté constructeur, c'est-à-dire principalement FPI ou LCA-FFB, et puis côté gestionnaire, c'est-à-dire les grands réseaux FNAI Munis, on se mette d'accord sous l'outil et qu'on y arrive. Et quel statut? Ça veut dire quoi? Statut, c'est un système, moi je pense qu'il faut partir sur un système plutôt d'amortissement, qu'on arrive à recharger quand il y a des travaux sur la copro, qu'on revienne sur quelque chose qui s'apparente peut-être plus à ce qu'on fait dans le monde de l'entreprise, qu'on l'explique, qu'on le dope si l'acquéreur s'engage socialement à plafonner son loyer. Ça n'existe pas déjà, à chaque fois on nous en parle. Non, mais c'est un peu ce que disait Pierre Chevillard de PAP. Il disait finalement, si on bâtit bien ce statut, on peut tout supprimer, tout rentrera dans le... Je pense que pour une partie, on peut effectivement sur le neuf et sur l'ancien. Un peu comme la loi PAC l'a fait avec le PER, on n'est pas très loin. En ramassant un petit peu tous les dispositifs qui existaient. Mais qui ont déjà existé. Hein. Ouais. Le périsol, c'est un système qui est assez proche de ça sur le neuf uniquement. On peut le remettre sur l'ancien. Enfin, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas être... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique du... Enfin, quand on regarde là, on a parlé de la Banque de France, on a parlé des ministères. C'est-à-dire qu'il faut... un peu tout décentraliser, là, il faut... Alors, faut sans doute aérer, nous, c'est plutôt de dire, si on fait de la politique du logement uniquement à partir d'un aspect comptable, budgétaire, ça rentre, ça sort, ce qui rentre et ce qui sort, bah, il va rien se passer, ou alors si, il va se passer une crise assez forte, mais qu'on a depuis toujours. Sur la décentralisation, nous sommes partisans de la décentralisation, avec un gros mais, c'est qu'il faut des élus en face qui s'accaparent la matière, ce qui est un exercice pas gagné, pas partout. Il faut reconnecter sur les territoires logement et emploi, ce qu'on a quand même perdu. Le Covid nous a bien fait voir que là où il y avait un peu d'évolution de population, de dynamique économique, la question de logement sont quand même très compliquées. Nous, on est sur des temps longs, donc c'est pas parce qu'une entreprise va venir s'implanter sur un territoire qu'on va pouvoir construire 200 logements du jour au lendemain. Donc il y a toute cette anticipation. On est un peu dans une politique d'aménagement du territoire qui n'existe plus dans ce pays depuis quand même un certain nombre d'années. Voilà, si on refait du logement un outil d'aménagement du territoire avec des élus qui s'accaparent cette matière-là, et en même temps une politique sociale au sens où, quel que soit le niveau, je dirais, de la personne, le fait de se loger, de bien se loger, c'est quand même un acte social, on arrivera peut-être à corriger cette politique qui ne fonctionne pas. Juste d'un mot quand même, voilà, vous appartenez à l'Union sociale pour l'habitat, on sait que le logement social se porte aussi mal que les autres. Pareil, là en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait pour donner plus d'air? On sait que la trésorerie des bailleurs a été fortement attaquée ces dernières années. Comment on fait pour relancer le nombre d'agréments, pour relancer la construction? Je pense que le problème, c'est qu'on a imaginé deux grands sujets avec des indicateurs macroéconomiques qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Le premier, c'est la loi climat-résilience. Si on était resté à une inflation très basse, à des taux d'intérêt très bas, on n'aurait pas de sujet sur la loi climat-résilience et ses impératifs de performance énergétique, etc. Sauf que les indicateurs ont changé. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de cette loi-là, à ce niveau-là, à ce rythme-là? C'est pas du tout certain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne plus spécifiquement le monde HLM, qui était la RLS. La RLS, c'est une ponction d'1,7 milliard sur le logement social. Je vais pas tous dire... les ans, hein, on insiste. Tous les ans. Oui, c'est pas une seule fois. On baisse d'1,7 milliard les recettes de façon définitive, pour faire simple. Je vais pas dire que c'était absorbable pour tout le monde dans le contexte
initial, mais à la rigueur. Ça avait été acté, et pourquoi pas. Sauf qu'aujourd'hui, les choses là aussi ont changé. Et notamment l'impact majeur, c'est l'impact du livret A. Un point de livret A, c'est 1,5 milliard de frais financiers pour le monde HLM. Donc quand vous empilez 3 points de livret A, le RLS, les coûts de construction, etc., l'équation, elle les marche obligations pas. de rénovation. L'équation, de toute façon, elle ne marche pas. Donc on peut toujours penser que les opérateurs immobiliers, que ce soit les bailleurs sociaux ou les autres, ont de la trésorerie, ont des fonds propres. On est mécaniquement sur un métier qui est très consommateur de fonds propres. Et quand vous mettez aujourd'hui le premier centime sur une opération, vous le récupérez 4 ou 5 ans plus tard dans la promotion privée, et vous le récupérez à 30 ou 40 ans dans le parc social. Donc à un moment donné, la mécanique, elle a ses limites. Donc il faut redonner de l'air à tout ça. Il y a des sujets qui seront pas simples, qui est la baisse des coûts de construction. Parce que les matériaux, on ne voit pas aujourd'hui de détente là-dessus, ce qui est un peu surprenant quand on lit certains sujets, quand on voit certaines performances de fournisseurs de matériaux, etc. On dit quand même que la marge, elle n'est pas partout au même endroit. Et puis, le contexte économique, moi, je ne le vois pas nécessairement se réinverser très, très rapidement. Merci beaucoup, Yannick Borde.